Le tennis reste, les légendes passent, que ce soit les immenses légendes, que ce soit les légendes françaises, les grands joueurs français. C'est l'heure du bilan de ce Roland-Garros 2025 et oui, il est l'heure de clôturer ce chapitre. 3 semaines exceptionnelles. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te donner ma note de ce Roland-Garros et je vais évidemment te donner mes 10 points essentiels de ce tournoi qui ont marqué mon Roland-Garros personnel. Alors bouge pas, on commence tout de suite. Et la première image que je retiens de ce Roland-Garros, c'est la sortie du top 20 de Stefanos Tsitsipas, éliminé par l'Italien Gigante. J'ai mis Tsitsipas qui sort du top 20, mais surtout qui est éliminé prématurément dans ce Roland-Garros, sans que ça ne choque personne. Et je ne pouvais pas laisser passer ça. Très clairement, aujourd'hui, Tsitsipas est 25e mondial. Il y a encore quelques années, si je dis pas de bêtises, vous le savez, j'ai des problèmes avec les dates. En 2021, il était en finale, je crois. Il menait 2-7-0 face à Novak Djokovic. Et aujourd'hui, il est reparti dans l'anonymat le plus complet. Il y a la saison sur gazon qui va arriver, c'est pas du tout sa saison favorite. Ensuite, on arrive à fin de saison où il est pas forcément en réussite depuis un bon bout de temps. Donc voilà, pour moi, c'était important de parler de Stefanos Tsitsipas parce que très clairement, ce qu'on a vécu là, sa saison sur terre battue, qui se finit extrêmement mal à Roland-Garros, bah, c'est quelque chose qu'il y a encore 2-3 ans qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Tsitsipas était sur le toit du monde, il a vu sa carrière basculer à ce moment-là où il a presque touché le trophée de Roland-Garros et donc aujourd'hui il est 10e de mon classement parce que franchement c'est une déception énorme et je pense que ça va être très compliqué de le voir revenir à un très haut niveau. On sait que là il va s'associer avec Ivan Isevich pour la saison sur gazon. Est-ce que ça peut changer quelque chose? On lui souhaite, mais voilà mon 10e point, la défaite du grec prématuré. Mon 9e point, Richard Gasquet et sa retraite parce que oui, on peut pas faire comme si de rien n'était. On a perdu un grand joueur français, chacun utilisera le terme qu'il a envie d'utiliser, mais aujourd'hui on a fait les adieux à Richie, un des plus beaux revers de l'histoire du tennis. C'était quand même un moment important de ce tournoi, j'ai trouvé. Il y avait un petit peu d'émotion, il y a eu quelques larmes dans le public, il y a eu une petite remise, il y a eu un petit discours. Alors Gasquet, c'est pas celui forcément qui montre le plus ses émotions, mais je trouve que voilà, ça montre que le temps passe, vite, que les choses, bah mine de rien, le tennis lui reste et les légendes s'en vont. Donc Richard Gasquet qui s'incline, je trouve, face au numéro 1 mondial, face à Yannick Sinner, il n'y avait pas une meilleure sortie possible à Roland-Garros. C'est pour moi une des images fortes et je la classe 9e dans mon classement. 8e, j'ai mis 2 matchs. J'ai mis Gaël Monfils et ses Night Sessions. J'ai mis Gaël Monfils contre Delienne, j'ai mis Gaël Monfils contre Jack Draper parce que Gaël, mine de rien, ça reste exceptionnel ce qu'il nous a montré. Il a fait un match fou furieux contre Delienne, un des matchs où il y avait le plus d'émotions. Donc je pense que c'était important de le mettre. J'avais pas envie de le mettre forcément plus haut parce que voilà, c'est beaucoup d'émotions, mais c'est en début de tournoi. S'il avait battu Draper, ça aurait forcément été plus haut, mais mine de rien, Gaël Monfils, on est obligé de le mettre dans ce classement et bon, 8e c'est déjà pas mal parce que au-dessus il y a du très très lourd. En 7e position, Coco Gauff qui remporte Roland-Garros face à Sabalenka. J'ai mis 7e Coco Gauff parce que il y a le trophée, évidemment, on peut pas lui enlever. J'ai pas vibré forcément devant ces matchs. J'ai trouvé qu'elle était efficace, j'ai trouvé qu'elle avait fait le boulot, mais la finale, pour l'avoir vue de mes propres yeux, j'avais été déçu. J'avais quand même dit qu'elle avait été très solide mentalement et qu'elle avait réussi à appliquer son plan de jeu et faire déjouer Sabalenka. Mais voilà, en termes d'émotion, j'ai pas trouvé qu'il y avait quelque chose de fou furieux autour de Coco Gauff qui pourtant, de plus en plus, au niveau notoriété, ça grandit, on le sent même au niveau des pubs durant tout le Roland-Garros. On sent qu'elle a passé un cap. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y avait le débat un peu de star, superstar dans le tennis féminin. J'ai l'impression que c'est elle, clairement, l'ambassadrice du tennis féminin. C'est elle, la star. C'est pas une superstar comme a pu l'être Serena Williams, mais aujourd'hui, j'ai l'impression voilà, que Coco Gauff, mine de rien, très jeune, remporte déjà son 2e grand chelem. C'est elle, la star du tennis féminin et c'est l'image que j'avais envie de noter. Je la mets en 7e position. 6e position, le match Djokovic-Sinner. Oui, en 6e position parce qu'au-dessus, il y a aussi encore du très très lourd, mais juste ce match-là parce qu'on a vu que Djokovic, mine de rien, avait joué encore un niveau stratosphérique à 38 ans, que Sinner, ça y est, était passé au-dessus. Certains en doutaient. Aujourd'hui, Sinner est un bien meilleur joueur que Djokovic. Alors oui, il y a les 38 ans de Djoko, mais il n'a pas démérité. On a eu un match exceptionnel. C'était le meilleur match avant la finale. Donc c'est pour ça qu'il était obligé d'être dans mon top 10 ce match. Mais vous allez voir qu'au-dessus, encore une fois, il y a du très très lourd et on est obligé de faire des choix. J'étais obligé de faire des choix et de hiérarchiser certaines choses. Djoko, Sinner en 6e position pour les émotions et surtout pour le niveau de jeu des deux joueurs. C'était hyper intense, mais finalement ça fait que 3-7.
donc 6e position. 5e position, j'ai mis Loïs Boisson. Et surtout son match contre Andreeva. Parce que j'ai trouvé qu'il s'est passé quelque chose, c'est le match de la bascule, c'est clairement le match qui l'a fait passer dans une dimension supérieure, que ce soit en notoriété, que ce soit en prize money, que ce soit en classement. On rappelle, pour ceux qui n'ont pas forcément suivi, elle passe de 360e mondial à 65e mondial, elle va empocher 700 000 €. Donc voilà, sa carrière bascule, c'est complètement dingue. Mais Loïs Boisson, à côté de ça, j'ai trouvé que c'était quelqu'un de simple, j'ai trouvé qu'elle était authentique, j'ai trouvé qu'elle avait des ambitions super fortes, elle n'avait pas peur de les dire. Et moi, ça, c'est quelque chose qui me plaît, c'est un état d'esprit que je trouve hyper intéressant, hyper important. On le voit pas beaucoup dans le tennis d'aujourd'hui. On traite souvent les joueurs et les joueuses de prétentieux, prétentieuses. Non, c'est une qualité, c'est hyper important. Aujourd'hui, elle était à Roland-Garros avec une wildcard et elle avait comme objectif de gagner le tournoi. Certains vont se moquer, mais en fait, c'est le meilleur état d'esprit possible pour espérer atteindre ses rêves. Et rien que pour ça, on ne peut que lui rendre un hommage XXL, parce que ce qu'elle a fait avec la pression qu'elle avait sur ses épaules au fur et à mesure du tournoi, c'est monstrueux. Et puis au final, elle perd contre la tenante du titre. Elle bat Pegula 3e mondial, Andreeva 6e mondial. C'est monstrueux. Donc Loïs Boisson, un grand chapeau. Je la mets en top 5 parce qu'au-dessus, j'ai des choses qui m'ont plus marqué. Mais franchement, bravo Loïs, c'était monstrueux. En 4e, j'ai mis l'hommage de Rafa. Et oui, je l'ai mis que en 4e. La raison principale, c'est que pour moi, le plus important reste le tennis. Le jeu du tennis reste quelque chose de primordial. C'est ma passion, c'est ce qui me plaît avant tout. Et l'hommage de Rafa était un moment exceptionnel hors du temps auquel j'ai pu participer, j'ai pu assister à ce moment hors du temps avec les 4 légendes sur ce terrain. Le tennis reste, les légendes passent, que ce soit les immenses légendes, que ce soit les légendes françaises, les grands joueurs français, les joueurs s'en vont, mais vous allez voir après, je vais l'aborder. D'autres légendes arrivent et pour moi, c'est important justement de ne pas faire passer l'hommage de Rafa avant ce qui s'est passé en finale avec les deux nouveaux. Pour moi, c'est important que chacun reste à sa place. Rafa a eu son temps. Rafa est une légende, une des plus grandes de ce sport. Ça a été mon joueur préféré, mais aujourd'hui, il se retire et c'était un moment exceptionnel, émouvant. Il y a eu la plaque, il y a eu les hommages, il y a eu la venue des monstres avec lui, mais ce n'est pas du tennis et c'est pas un moment devant lequel mon cœur a pu être pris comme pour ce moment en finale avec les deux monstres qui ont joué cette partie. Et c'est pour ça que c'est important que Rafa, je le mette en 4e et Djoko est en 3e de cette liste. Et j'ai même précisé Djoko et ses larmes quand il a posé ces deux sacs qui ressemblaient à un adieu. On en avait parlé, j'avais fait une petite vidéo parce que pour moi, pareil, c'est un moment où j'ai parlé du match avant Djoko-Sinner, du tennis, et j'ai mis ce match derrière parce que après il y a eu les émotions de Djoko qui lui est encore là. Si c'était annoncé que c'était sa retraite, j'aurais fait passer le match avant. Mais là, on a senti un moment particulier, on a senti un moment où Djoko était en train peut-être de dire au revoir au public parisien. Il ne sait pas s'il sera là l'année prochaine, mais en tout cas, c'est une possibilité. Et là, il y avait vraiment une émotion forte où il s'en est allé. Et pour la première fois de sa carrière, une des premières fois, la première fois c'était à l'US Open quand il a failli faire le Grand Chelem, il avait eu le soutien du public. Et là, pour une des premières fois dans sa longue et belle carrière, il a eu le soutien du public au moment de partir. Il y a eu des larmes, il y a eu une tension, j'ai trouvé c'était un grand moment. C'est pour ça que je le mets 3e, parce que Djoko n'est pas encore à la retraite, mais dans quelques mois on pourrait regarder ce moment en se disant putain, on vient de vivre l'histoire, c'était un moment particulier. En 2e position, j'ai mis Sinner 5-3-0-40. C'est l'image qui m'a traumatisé hier parce que je ne souhaite à personne de connaître ce scénario, surtout en finale de Grand Chelem. Si ça avait été l'inverse, j'aurais eu le cœur brisé aussi. Là, franchement, j'ai eu le cœur brisé pour Yannick Sinner. 5-3-0-40 et tu ne remportes pas ce titre. Mais je ne sais pas si je ferai un débrief. Dites-le moi si vous voulez que je fasse un débrief à froid, parce que hier j'ai fait un débrief à chaud avec beaucoup d'émotions, etc. J'ai pas parlé du tennis, de ce qui s'est passé vraiment tennistiquement, techniquement, tactiquement. Mais c'est vrai que moi, donc j'englobe le Sinner 5-3-0-40, mais j'englobe aussi sa performance qui m'a traumatisé, qui m'a choqué, parce que j'ai vu un joueur monstrueux, certes qui a perdu, mais j'ai vu un joueur qui a fait des choses que je n'avais jamais vues, et je n'ai cessé de le répéter, et je ne cesserai de le répéter encore dans un futur proche et dans un futur lointain. Mais voilà, c'est une image qui est traumatisante, c'est une image qui est choquante. Quand tu mènes 5-3-0-40, tu as 3 balles de titre et tu fais 3 fautes directes, je pense que tu n'en dors pas la nuit. Mais j'ai l'impression que voilà, comme tout au long de sa finale, il est resté droit dans ses baskets, il est resté concentré, et comme je le disais hier avec des amis, c'est ce genre de match, même si c'est ultra cruel, qui fait que tu reviens encore plus fort, qui fait que tu as encore
plus la dalle et qui fait basculer ta carrière dans quelque chose de complètement dingue, parce que là les deux ils vont se tirer la bourre. Je pense que là on est sur une rivalité comme il y avait eu un moment avec Roger et Rafa où ils vont tout rafler. Je vois pas quelqu'un remporter un grand chelem dans les 5-6 prochains tournois du grand chelem, ça va être compliqué. Donc voilà, en deuxième position de ce classement, je mets Sinner, le 5-3-0-40, plus, et je triche un petit peu, plus son niveau de jeu démentiel durant tout le tournoi. Et puis en première position, évidemment, le craquito Carlitos Alcaraz qui remporte déjà son 5e grand chelem, son 2e Roland Garros. C'est le roi des surfaces naturelles, j'ai envie de dire, terre battue, gazon. C'est le roi très clairement des variations, c'est le roi de l'instinct, c'est le roi du clutch. C'est un joueur monumental, c'est un joueur qui a seulement 22 ans, qui a déjà 5 tournois du grand chelem sur 3 surfaces différentes. Il n'y a pas grand chose à dire. Se défaire d'une position comme ça, 5-3, 0-40, c'est une chose. Ça, c'est déjà marquant. Mais un des moments, je ne sais pas si ça me choque encore plus, parce qu'à 5-3, 0-40, j'ai envie de dire, il n'a plus rien à perdre, c'est fini. Et puis Sinner fait 3 fautes directes. Mais le moment qui m'a le plus marqué, c'est ce moment où il est mené. Donc, il mène dans la 5e manche, 5-3, Sinner met 3 jeux de suite. Et là, Alcaraz est dos au mur. Finalement, on pense qu'il a laissé passer sa chance après une remontada de dingue. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Il est mené 6-5, 30-A. Il sort 2 points de mutant pour ensuite enchaîner 7 points de suite au super tie-break. C'est simple, contre le numéro 1 mondial, contre le meilleur joueur du monde, il enchaîne 9 points de suite après 5h20 de jeu au moment le plus important, un des moments les plus importants de sa carrière. C'est complètement dément. Et rien que pour ça, c'est le moment qui m'a le plus marqué. Le Alcaraz, 6-5, 30A, 9 points de suite pour s'offrir son 2e Roland Garros. C'était exceptionnel. On a eu des images marquantes. Il y en a une que j'ai pas mise. Je l'aurais mise, allez, en 11e ou en 10e, mais bon, c'était Bublik. J'avais envie de donner une petite, quand même, un petit joker à Alexander Bublik qui m'a vendu un rêve énorme avec Jack Draper. Il fallait faire des choix. Je le mets juste derrière, en 11e, et vraiment juste derrière Tsitsipas. Ma note pour ce Roland Garros, très clairement, je vais vous le dire, je vais pas mâcher mes mots, c'est un 9 sur 10. Parce que pour moi, on a vécu le plus grand match de l'histoire et on pourra en débattre. C'est pas une culture de l'instant, mais je pense que c'est important de ne pas toujours regarder en arrière et dire c'était mieux avant. Je pense qu'il faut être capable de dire ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est exceptionnel. Et pour moi, et ça c'est subjectif, chacun aura son avis, pour moi, c'est ma note, c'était le plus grand match de l'histoire, en tout cas que j'ai vécu moi, donc c'est important de le dire, que j'ai vécu moi, et un des plus grands Roland de l'histoire. Pourquoi je mets pas 10 sur 10? Parce qu'au final, le tournoi s'est vraiment activé dans le dernier carré, avec cette demi-finale démente entre Djoko et Sinner, et cette finale qui marque l'histoire. Mais il manque un petit truc en début de tournoi, des matchs en 5-7, une petite victoire de Guéal contre Draper pour enflammer un peu les Français. Pareil, on a eu Boisson chez les Françaises, mais chez les Français, on a eu une petite clim avec Arthur Fils. Il manque un tout petit truc pour mettre un 10 sur 10, mais sincèrement, c'est pour chipoter, pour pouvoir se laisser une petite marge si un jour on a mieux. En tout cas, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait, à lâcher ton meilleur like. Évidemment, si tu as envie, donne-moi tes 10 moments qui t'ont marqué dans ce Roland, mais surtout, donne-moi ta note. Donne-moi ta note en commentaire de ce Roland Garros et je me ferai un plaisir de tous vous lire. Je vous dis à très bientôt.